Deux chiffres se font face et la pression extérieure monte d'un cran. Des millions ont circulé pour acheter des loyautés. Pourtant, la cohésion institutionnelle s'est durcie au Burkina Faso ces derniers mois, comme si l'argent avait accéléré le verrouillage plutôt que la fracture. Que signifie, pour le lecteur, cette résistance qui se cristallise autour d'Ibrahim Traoré au Sahel? Et que faut-il en déduire sur des mécanismes de pouvoir capables d'absorber le choc? Un basculement régional discret s'esquisse déjà, perceptible dans les choix de sécurité, les récits publics et les lignes de loyauté. Ce récit propose une promesse claire, aider le lecteur à distinguer, dans une crise saturée de discours, ce qui relève d'une stabilisation réelle et ce qui dissimule une ingérence méthodique. L'enjeu est concret. Comprendre en quelques minutes comment lire des chiffres sécuritaires, des annonces officielles et des récits concurrents sans se laisser guider par l'émotion ou l'alignement politique. Au Burkina Faso, la pression extérieure ne se manifeste pas par un choc frontal unique, mais par une accumulation de signaux faibles, flux financiers opaques, tentatives de captation de loyauté, narratifs diplomatiques insistants. Pris isolément, ces éléments paraissent banals. Mis en séquence, ils dessinent une stratégie cohérente qui vise à infléchir la trajectoire d'un État plutôt qu'à le renverser brutalement. Pour le lecteur, l'intérêt dépasse l'actualité immédiate. Cette analyse offre une grille de lecture réutilisable pour d'autres contextes africains contemporains, où souveraineté, ressources naturelles et sécurité régionale s'entrecroisent. Comprendre ces mécanismes permet d'anticiper les effets possibles d'une pression patiente et d'évaluer si elle fragilise réellement un pouvoir ou si, au contraire, elle contribue à le souder. Plus de 10 tentatives d'assassinat recensées en moins de 2 ans et plus de 50 officiers arrêtés. Placés côte à côte, ces chiffres révèlent une pression structurée, loin d'incidents isolés ou improvisés, et constituent le premier mini-révélateur du dossier. Ils indiquent que la contrainte exercée autour du pouvoir burkinabé n'a jamais été marginale, mais progressive, cumulative et méthodiquement financée. Dès l'arrivée d'Ibrahim Traoré au pouvoir en 2022, le pays évolue dans une zone de forte turbulence. Fragilité politique, pression sécuritaire persistante et ressources naturelles convoitées s'y combinent. L'or, le manganèse et le phosphate transforment le Burkina Faso en point d'attraction stratégique pour des acteurs extérieurs aux intérêts concurrents. Ce contexte régional, partagé par plusieurs États du Sahel, amplifie les tentatives d'influence et brouille la lecture immédiate des événements. Les premiers signaux apparaissent rapidement. Des officiers intermédiaires signalent des approches inhabituelles, parfois présentées comme des partenariats ou des soutiens logistiques. Pris séparément, ces faits pourraient passer pour des anomalies. Mis en séquence, ils dessinent un schéma cohérent d'infiltration. Un élément déclencheur confirme cette lecture en novembre 2024, lorsque l'arrestation d'un intermédiaire porteur de 5 milliards de francs CFA destiné à acheter des défections militaires expose l'ampleur des moyens mobilisés. À ce stade, la compréhension du pouvoir évolue. Pour Ibrahim Traoré et son entourage, il ne s'agit plus de gérer des dissidences internes, mais de faire face à une stratégie extérieure cherchant à infléchir la trajectoire de l'État. La crise cesse d'être perçue comme une instabilité passagère et devient un affrontement autour de la souveraineté, de la maîtrise des ressources et du contrôle des règles du jeu politique. Cette bascule analytique explique pourquoi chaque tentative avortée n'a pas affaibli le régime, mais a contribué à renforcer sa cohésion interne. Pour comprendre comment cette pression a été absorbée sur le terrain, il faut suivre des trajectoires individuelles devenues révélatrices, elles que ne sont ni héroïsées ni anonymes. Elles servent de guide pour lire les effets immédiats de la crise. L'une d'elles concerne un capitaine déployé dans le nord du pays, approché à plusieurs reprises par des intermédiaires promettant un rééquilibrage du commandement. Son refus net, consigné puis signalé à la hiérarchie, enclenche une vérification interne ciblée.
Ce geste transforme une intuition diffuse en alerte structurée. Un second cas, survenu quelques semaines plus tard, confirme l'existence d'un schéma plus large. Un officier logistique rapporte une tentative d'échange, soutien matériel contre accès à des informations stratégiques. L'enquête conjointe qui s'ensuit met au jour des connexions régionales et des circuits financiers déjà actifs. À ce stade, la crise quitte le registre des soupçons pour entrer dans celui des preuves opérationnelles. Ces épisodes produisent des impacts rapides. Dans l'armée, les procédures de remontée d'informations se resserrent. Les postes sensibles sont observés de plus près et la vigilance devient une norme partagée. Dans l'appareil d'État, la perception change. La menace est désormais lue comme systémique et non circonstancielle. La coordination entre sécurité, renseignement et diplomatie s'accélère, réduisant les angles morts. L'effet le plus visible reste symbolique. Les refus individuels, rendus publics de manière contrôlée, envoient un signal clair, la loyauté n'est plus négociable. Cette dynamique crée un socle de cohésion précoce avant même les affrontements ouverts et prépare le terrain à une réponse plus structurée lorsque la pression se fait plus explicite. La transition entre pression latente et affrontement ouvert s'opère par une succession d'étapes rapides, chacune renforçant la suivante. La phase d'activation commence après les premiers signalements internes. Les autorités observent alors une multiplication d'approches ciblées, souvent indirectes, visant à tester la solidité de la chaîne de commandement. Des enveloppes circulent, des promesses de promotion accélérée sont suggérées, et des contacts se présentent comme des partenaires extérieurs bienveillants. Ces gestes, discrets en apparence, cherchent à créer des points de rupture sans déclencher d'alarme immédiate. La montée en tension devient perceptible lorsque plusieurs tentatives convergent dans un laps de temps réduit. Les services de sécurité identifient des relais communs, des méthodes répétées et une coordination qui dépasse les initiatives individuelles. À ce moment précis, la lecture des événements change. Autour d'Ibrahim Traoré, il ne s'agit plus de contenir des frictions internes, mais de prévenir une bascule organisée. La pression cesse d'être expérimentale, elle apparaît structurée, financée et persistante. Le point culminant survient en septembre 2024. Une tentative de coup d'État se déploie simultanément sur deux axes. D'un côté, un groupe d'officiers cherche à prendre le contrôle d'un dépôt stratégique. De l'autre, un contingent restreint tente de s'approcher d'une zone sensible liée au pouvoir exécutif. L'opération repose sur la rapidité et l'effet de surprise. Pourtant, les forces loyales, alertées en amont par des signaux recoupés, réagissent en quelques minutes. Les affrontements restent limités, mais la séquence révèle l'ampleur du réseau impliqué. Les arrestations qui suivent marquent le passage à la phase des répliques. Des documents saisis indiquent qu'en main des financements extérieurs, des instructions transmises depuis l'étranger et des canaux de communication sécurisés. Cette matérialité modifie la nature du récit public. La tentative n'est plus perçue comme un épisode isolé, mais comme l'expression visible d'une stratégie transnationale visant à infléchir la trajectoire politique du pays. Les répercussions sont immédiates. Dans l'armée, une onde de choc traverse les rangs. Les officiers découvrent que la menace était plus profonde et plus persistante qu'imaginée. La loyauté devient un enjeu central, explicitement affirmé. Dans la population, la révélation de ces mécanismes provoque un mélange de crainte et de resserrement collectif. Beaucoup comprennent que la crise ne se joue pas uniquement à l'intérieur des frontières nationales. Pour Ibrahim Traoré, cette séquence agit comme un accélérateur politique. Il se présente non comme une cible affaiblie, mais comme un pivot de résistance face à une pression extérieure coordonnée. La narration officielle insiste sur la capacité de l'État à anticiper, à absorber le choc et à reprendre l'initiative. Chaque tentative avortée, loin de fragmenter le pouvoir, contribue désormais à exposer les failles de ceux qui cherchent à l'influencer. Avant les enquêtes approfondies, la menace pesant sur le pouvoir burkinabé était perçue comme diffuse. Après 2022-2024, elle devient quantifiable et documentée, marquant un passage net d'impressions fragmentées à des écarts mesurables. Cette bascule repose sur 3 indicateurs clés qui transforment la lecture de la crise et structurent la réponse de l'État. D'abord, plus de 10 tentatives d'assassinat recensées en moins de 2 ans. Cette fréquence exceptionnelle traduit une pression continue et méthodique.
Elle signale une stratégie d'usure conçue pour tester, contourner, puis saturer les dispositifs de protection. Le nombre lui-même est révélateur. Il dépasse le seuil des initiatives opportunistes et renvoie à une persistance incompatible avec l'idée d'incidents isolés. Chaque tentative avortée devient une itération supplémentaire, permettant aux réseaux impliqués d'ajuster leurs méthodes, tandis que l'appareil sécuritaire affine ses contre-mesures. Ensuite, la saisie, en novembre 2024, d'une mallette contenant 5 milliards de francs CFA destinés à acheter des défections militaires. Cette somme met en évidence l'échelle financière de l'ingérence. Elle ne correspond pas à un pot de vin ponctuel, mais à l'existence de circuits capables de mobiliser rapidement des ressources massives et de les acheminer via des intermédiaires. L'écart financier est déterminant. Il marque un seuil où l'influence politique se mue en capacité économique lourde, rendant la pression durable et coûteuse à neutraliser. Enfin, plus de 50 officiers arrêtés pour implication directe ou coordination avec des réseaux extérieurs. Ce volume élevé révèle une infiltration patiemment construite. Comparé aux premières alertes, limitées à quelques cas suspects, ce chiffre indique une progression quantitative nette. La vulnérabilité n'affecte plus des marges, elle touche des segments suffisamment nombreux pour créer un risque systémique. L'écart est organisationnel. On passe d'une fragilité ponctuelle à une exposition structurelle. Pris ensemble, ces trois mesures dessinent une trajectoire claire. Le point de départ repose sur des signaux faibles, interprétés comme des anomalies locales. Le point d'arrivée révèle une architecture transnationale combinant violence ciblée, incitation financière et relais internes. Cette évolution explique l'accélération de la réponse étatique en 2024. Face à des volumes aussi élevés, l'inaction devient impossible. La quantification modifie également la lecture politique. Là où la pression extérieure cherchait à fragmenter l'autorité, l'exposition publique des données produit un effet inverse. Les chiffres légitiment un resserrement de la chaîne de commandement et renforcent la cohésion autour d'Ibrahim Traoré, non par proclamation, mais par démonstration. Les données deviennent des instruments de narration stratégique capables de clarifier les responsabilités et de réduire les zones grises. Enfin, cette mise en chiffres a un effet dissuasif. En rendant visibles les moyens engagés par les réseaux adverses, elle augmente leur coût opérationnel et réduit leur capacité à agir dans l'ombre. Le passage du non-dit au mesurable transforme la crise en démonstration de force institutionnelle, préparant le terrain à l'épreuve des arguments concurrents. Deux lectures concurrentes structurent le débat autour de la crise burkinabé et chacune mérite d'être formulée dans sa version la plus solide avant d'être confrontée aux faits. La première avance que des actions discrètes d'influence seraient justifiées par un impératif de stabilité régionale. Le Burkina Faso occupe une position charnière au Sahel, exposé aux groupes armés et au trafic transfrontalier. Dans cette logique, un pouvoir jugé imprévisible accroîtrait les risques de débordement vers les pays voisins. Les pressions clandestines seraient alors présentées comme des mesures préventives, destinées à éviter un effondrement sécuritaire plus large. La seconde lecture affirme que la concentration du pouvoir fragiliserait l'équilibre institutionnel. Elle insiste sur le risque d'une centralisation excessive, susceptible de réduire la pluralité politique et de compliquer la coopération internationale. En s'éloignant d'alliances traditionnelles, le Burkina Faso perdrait des soutiens logistiques essentiels. La loyauté militaire serait dans ce cadre décrite comme instable, exposée aux moindres chocs internes ou externes, et donc nécessitant des ajustements externes pour préserver un minimum d'ordre. Ces deux raisonnements partagent une hypothèse centrale. La pression extérieure agirait comme un facteur de stabilisation indirecte. Or, les éléments établis par les enquêtes contredisent cette prémisse. Plus de 10 tentatives d'assassinat documentées en moins de 2 ans ne relèvent pas d'une logique préventive, mais d'une volonté répétée de renversement. La saisie de 5 milliards de francs CFA destinés à acheter des défections militaires révèle une stratégie proactive, financièrement lourde, incompatible avec une simple gestion du risque. De plus, l'arrestation de plus de 50 officiers impliqués dans des réseaux transfrontaliers montre que la pression extérieure n'a pas contenu l'instabilité.
elle l'a produite. Loin de prévenir un effondrement, ces actions ont accru le risque de fragmentation interne. La réponse observée va à l'inverse des prédictions initiales. L'exposition publique des complots a resserré la chaîne de commandement et renforcé la cohésion institutionnelle. Les faits suggèrent ainsi que l'ingérence, et non l'autonomie décisionnelle, constituait le principal moteur de désordre. Ce constat marque un basculement décisif dans la lecture de la crise. Jusqu'ici, chaque tentative de déstabilisation était analysée comme un risque cumulatif, susceptible d'affaiblir progressivement l'État. Or, les événements de 2024 montrent une dynamique opposée. L'exposition répétée des réseaux clandestins transforme la contrainte extérieure en facteur de clarification interne. Ce qui devait fragmenter révèle, au contraire, les lignes de loyauté et les zones de vulnérabilité. Pour Ibrahim Traoré, cette inversion change la nature du rapport de force. La menace ne disparaît pas, mais elle devient plus visible, plus coûteuse et plus prévisible pour ceux qui l'exercent. Les circuits de financiers sont identifiés, les relais internes neutralisés et les narratifs adverses perdent en crédibilité à mesure que les preuves s'accumulent. La crise cesse d'être une zone grise, elle devient un terrain balisé. Ce moment charnière révèle aussi un déplacement stratégique. L'État ne réagit plus seulement en défense, il intègre la pression dans sa doctrine, l'utilise pour renforcer ses mécanismes de contrôle et consolider son noyau institutionnel. Chaque tentative avortée alimente une pédagogie politique interne, montrant où se situent les failles et comment les refermer. Le facteur temps, souvent sous-estimé, devient alors un allié plutôt qu'un ennemi. Les effets de la crise ne se limiteront pas au cercle du pouvoir. À mesure que les tentatives de déstabilisation sont exposées et neutralisées, leurs répercussions deviennent tangibles pour 4 groupes clés: l'État, l'armée, l'économie et l'environnement régional. Chacun subit des impacts spécifiques, parfois contradictoires, mais profondément liés par une même dynamique de recomposition. Pour l'État, la conséquence la plus immédiate est organisationnelle. Les arrestations successives et la mise au jour de réseaux transnationaux forcent une révision rapide des procédures internes. Les postes sensibles sont redistribués, les circuits décisionnels raccourcis et les flux d'informations davantage centralisés. Cette évolution renforce la capacité de réaction et réduit les angles morts. En parallèle, elle concentre le pouvoir autour d'un noyau loyaliste assumé comme nécessaire face à une pression persistante. Autour d'Ibrahim Traoré, cette centralisation est présentée comme un outil de stabilisation fonctionnelle plutôt que comme une fin politique en soi. Pour l'armée, l'impact est à la fois psychologique et structurel. La révélation de l'ampleur des infiltrations crée un choc interne durable. La loyauté, auparavant implicite, devient un critère explicitement évalué. Les rotations de postes s'accélèrent, les contrôles s'intensifient et la surveillance des chaînes logistiques se renforce. Cette pression interne génère des tensions, mais elle produit aussi un effet de resserrement. L'institution se referme autour d'un noyau jugé fiable, réduisant sa perméabilité aux influences financières et relationnelles extérieures. Sur le plan économique, les effets sont ambivalents. À court terme, l'exposition de complots financés par des flux clandestins accroît la prudence des investisseurs, en particulier dans les secteurs extractifs. L'incertitude politique freine certaines initiatives et ralentit des projets en cours. En parallèle, un mouvement de recentrage s'opère. Les entreprises nationales réévaluent leurs partenariats, renforcent leurs mécanismes de conformité et s'éloignent de circuits opaques. Cette réorganisation contrainte, bien que coûteuse, contribue à assainir progressivement certains segments de l'économie. La société burkinabé, enfin, réagit par une vigilance accrue. La compréhension que la menace est largement extérieure renforce un sentiment de cohésion nationale. Des initiatives locales émergent pour signaler des comportements suspects et protéger des infrastructures sensibles. Cette mobilisation reste inégale, mais elle traduit une internalisation du risque. La stabilité cesse d'être abstraite. Elle devient un enjeu quotidien partagé. À l'échelle régionale, le cas burkinabé acquiert une portée exemplaire. Les États voisins, confrontés à des pressions similaires, observent attentivement cette trajectoire.
La position d'Ibrahim Traoré gagne une dimension symbolique, non comme modèle unique, mais comme preuve qu'une réponse institutionnelle coordonnée peut inverser un rapport de force initialement défavorable. À partir des dynamiques observées, 3 trajectoires plausibles se dessinent pour les 6 à 12 prochains mois. Elles ne constituent ni des prédictions, ni des promesses, mais des cadres conditionnels fondés sur des tendances déjà visibles et sur les réponses institutionnelles engagées. Dans un scénario de base, on verrait une stabilisation sous tension. Si les mesures sécuritaires et organisationnelles actuelles sont maintenues avec constance, l'appareil d'État pourrait conserver une cohésion suffisante pour contenir la pression extérieure. La centralisation de l'information et la surveillance accrue des circuits sensibles limiterait la capacité de nuisance des réseaux adverses. Dans ce cadre, la stabilité reste fonctionnelle mais fragile. Elle dépend de la continuité administrative, de la capacité à éviter l'épuisement des équipes et de l'ajustement permanent des dispositifs. Autour d'Ibrahim Traoré, cette trajectoire repose sur une gestion fine du temps plus que sur des annonces spectaculaires. Dans un scénario optimiste, on verrait une consolidation interne et un effet d'entraînement régional. Si, en plus du maintien des contre-mesures, les coopérations régionales se renforcent, un seuil qualitatif pourrait être franchi. Les réseaux transnationaux perdraient en efficacité face à des États mieux coordonnés et moins perméables aux incitations financières. Le Burkina Faso transformerait alors une posture défensive en levier diplomatique, renforçant sa crédibilité auprès de partenaires confrontés à des défis similaires. Cette trajectoire suppose toutefois un équilibre délicat, afin que la centralisation ne se mue pas en rigidité institutionnelle. Dans un scénario défavorable, on verrait une recomposition de la pression. Si les acteurs adverses s'adaptent plus vite que les contre-mesures, la contrainte pourrait changer de forme sans diminuer d'intensité. Les tentatives directes laisseraient place à des stratégies plus diffuses, campagnes narratives, pressions économiques ciblées ou exploitation de fragilité sociale. Dans ce cas, la centralisation actuelle deviendrait un point de vulnérabilité, exposant l'État à une érosion progressive de la confiance. Dans ces 3 scénarios, un facteur transversal s'impose: la capacité à observer, mesurer et ajuster. Si l'effort se maintient, la pression tend à perdre en rendement. S'il se fige, les vulnérabilités réapparaissent. Au-delà des calculs géopolitiques et des chiffres issus des enquêtes, la crise burkinabé touche des cercles plus larges, y compris ceux qui l'observent à distance. Comprendre ces dynamiques permet de saisir comment des mécanismes apparemment lointains influencent des perceptions, des choix et des priorités bien au-delà du Sahel. Pour les lecteurs intéressés par les relations internationales, cette séquence offre une leçon de méthode. Elle montre que l'ingérence ne se manifeste pas toujours par des interventions visibles, mais souvent par des actions graduelles, financières et narratives. Apprendre à lire ces signaux faibles devient un outil durable. La stabilité proclamée dans les discours officiels peut masquer des tensions profondes, tandis que des crises exposées révèlent parfois des capacités de résistance inattendues. Cette grille de lecture aide à comparer les chiffres aux récits et à replacer chaque événement dans une séquence plus large. Pour les acteurs économiques et les analystes, l'épisode rappelle que les environnements dits à risque ne sont pas figés. Les pressions extérieures, lorsqu'elles sont mises au jour, peuvent déclencher des ajustements internes qui modifient les règles du jeu. Distinguer instabilité chronique et recomposition institutionnelle devient essentiel pour évaluer des trajectoires possibles, sans se contenter d'indicateurs superficiels. Pour un public plus large, la crise interroge la notion de souveraineté. Elle montre que celle-ci ne se réduit pas à des déclarations politiques, mais se construit dans la capacité d'un État et d'une société à identifier, absorber et transformer les chocs. Dans ce cadre, la trajectoire observée autour d'Ibrahim Traoré agit comme un rappel. La résilience institutionnelle est un processus, pas un état figé. Face aux pressions mises au jour, une sortie durable de crise repose moins sur un geste spectaculaire que sur une séquence d'actions cohérentes, mesurables et maintenues dans le temps. Les données établies imposent une logique de méthode. Pour Ibrahim Traoré,
L'enjeu consiste à convertir une réponse sécuritaire réactive en une architecture de stabilité, capable de durer sans se rigidifier. Le premier levier concerne la rotation contrôlée des postes sensibles. En limitant l'exposition prolongée aux mêmes fonctions, l'État réduit les points d'ancrage des réseaux extérieurs. Cette rotation doit être accompagnée d'audits réguliers, ciblant les flux logistiques et les canaux d'information afin de détecter rapidement toute anomalie mesurable. Le deuxième levier porte sur la traçabilité financière renforcée. La mise au jour de financements clandestins a montré l'importance de mécanismes capables d'identifier des flux atypiques. L'objectif n'est pas une surveillance généralisée, mais l'instauration de seuils d'alerte clairs déclenchés par des écarts précis. Cette transparence ciblée augmente le coût opérationnel des tentatives d'ingérence. Le troisième levier est régional. En coordonnant certaines pratiques sécuritaires avec des États voisins confrontés à des pressions similaires, le Burkina Faso dilue l'efficacité des réseaux transnationaux. Cette coopération repose sur des intérêts de résilience partagés plutôt que sur des alignements idéologiques. Un quatrième levier concerne l'intégration encadrée de la société civile. Des mécanismes simples de signalement, protégés et vérifiables permettent de capter des informations que les structures formelles ne perçoivent pas toujours. Enfin, un cinquième levier traverse l'ensemble, l'évaluation continue. Ajustée à partir de résultats observables, demeure la condition centrale d'une stabilité durable autour d'Ibrahim Traoré. Lorsque l'on revient aux premiers signaux apparus au début de la crise, un détail discret prend aujourd'hui une valeur symbolique. Ce sont ces approches silencieuses, ces propositions murmurées, ces tentatives presque invisibles qui cherchaient à fissurer la cohésion de l'État. À l'époque, elles semblaient anecdotiques. Avec le recul, elles apparaissent comme les prémices d'une stratégie beaucoup plus vaste. Le fil qui relie ces épisodes, des premiers refus individuels au réseau démantelé, dessine une trajectoire de résistance progressive. Rien ne s'est joué en un jour. La réponse ne s'est pas construite sur un acte spectaculaire, mais sur une accumulation de choix, parfois discrets, parfois coûteux. Chaque alerte prise au sérieux, chaque loyauté assumée, a contribué à refermer des brèches que d'autres cherchaient à exploiter. Dans ce récit, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme une figure isolée, mais comme un point de convergence. Autour de lui se cristallisent des décisions, des arbitrages et une volonté de ne pas céder à l'usure. La pression extérieure, pensée pour fragmenter, a finalement servi de révélateur. Elle a montré où se situaient les fragilités, mais aussi où se trouvaient tant les ressources. Ce rappel boucle le parcours analytique. La souveraineté ne se proclame pas. Elle se construit pas à pas dans la capacité à reconnaître les menaces et à y répondre sans perdre sa cohérence. Au terme de cette analyse, une idée demeure centrale. Les crises contemporaines ne se laissent pas comprendre par des slogans ou des lectures instantanées. Elles exigent de comparer les chiffres au discours, d'examiner les séquences plutôt que les épisodes isolés et de prêter attention aux détails relégués en marge. Le cas burkinabé illustre comment des pressions présentées comme techniques ou nécessaires peuvent produire des effets inattendus lorsqu'elles rencontrent des structures capables de les absorber et de les exposer. S'intéresser à ces dynamiques ne revient pas à prendre parti, mais à affiner son regard. Cela suppose d'écouter des analyses venues de la région elle-même, de confronter des récits concurrents et de replacer chaque information dans un cadre plus large. Dans cette perspective, la trajectoire observée autour d'Ibrahim Traoré agit comme un point d'appui pour réfléchir à la résilience institutionnelle au-delà d'un pays ou d'un moment précis. Prolonger la réflexion peut passer par des gestes simples. Lire d'autres points de vue, échanger avec des lecteurs attentifs ou questionner les évidences médiatiques. La discussion collective devient alors un outil de compréhension durable. La question reste ouverte. Face à des pressions de plus en plus sophistiquées, quelles formes de résilience institutionnelle vous paraissent aujourd'hui les plus décisives ?